Aujourd'hui, on va parler des évaluations en lien avec le sujet de l'IA et de l'IA générative. L'objectif, c'est de prendre un petit temps de recul sur la manière dont les usages de l'IA générative bousculent la manière d'évaluer les compétences, bousculent les pratiques des apprenants et surtout quelle posture adopter en tant que formateur, en tant qu'évaluateur, en tant que jury de certification face à ces nouvelles pratiques. Donc on va sur le... Hop, si on peut juste afficher le slide suivant. Oui, vous avez la main, vous pouvez appuyer sur la petite flèche. Ok, super. Donc l'objectif, c'est d'analyser l'impact des usages de l'IA par les apprenants sur les méthodes d'évaluation actuelles. Donc on a beaucoup de méthodes d'évaluation des compétences dont on va reparler, et surtout de concevoir des stratégies pour intégrer ces usages-là plutôt que les contrer, parce qu'on y reviendra, mais les contrer va être extrêmement compliqué. Alors peut-être question qu'on voulait vous poser pour démarrer. Depuis que l'IA générative est arrivée, donc les outils comme ChatGPT par exemple, avez-vous remarqué dans vos salles, avec vos apprenants, vos stagiaires, des différences dans leur production? Leur production pouvant être un mémoire, un texte, une recherche, une activité, voilà. Est-ce que vous avez observé des évolutions, des pratiques qui vous laisseraient penser que l'usage de ChatGPT se développe? Oui, mais pas toujours bien exploité. Intéressant. Donc ça, c'est le commentaire d'Anne-Sophie. Ok. Intéressant. Donc vous pouvez nous dire pourquoi c'est pas bien exploité? Est-ce que c'est parce que vos stagiaires font copier-coller un peu bête et méchant? Est-ce que c'est par manque d'éducation aux médias et de prise de recul sur les informations? Pas de changement. Copier-coller des étudiants infirmiers. Ok. D'accord. Donc voilà, donc effectivement, c'est un peu le risque avec ChatGPT. Voilà, Anne-Sophie, vous complétez, copier-coller, pas toujours pertinent, voire parfois du non-sens. Donc vous avez remarqué cette évolution, et donc effectivement, ça génère des attentes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire en quelques mots, juste ou écrire dans le chat vos attentes pour que je puisse y répondre ou faire référence à des exemples un peu concrets en lien avec vos apprenants? On a Gabriel qui nous dit penser à d'autres types d'évaluation. Ok. Comment utiliser l'IA de manière constructive. Ok. Écriture de leur travail de fin d'études avec l'IA. Ouais. Ok. Bah merci pour vos petits partages. Donc, sans surprise, l'IA générative, elle est rentrée dans notre quotidien, elle est rentrée dans les usages des étudiants. Alors, quelques chiffres clés qui montrent qu'en fait, les choses sont un peu plus complexes et nuancées qu'on l'imagine. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 70% des 18-24 ans qui utilisent l'IA générative. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est la fréquence d'utilisation et si on est sur des usages perso, des usages pro, des usages étudiants, mais on voit que c'est en train de rentrer dans le quotidien. On voit ensuite qu'il y a un peu une pyramide des âges et que l'usage décroît un petit peu en fonction de la tranche d'âge et en fonction des types, des types d'environnement de travail. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a à peu près 58% des Français qui n'ont jamais utilisé d'IA, type ChatGPT. Et donc, la question que ça pose, c'est comment on va gérer un groupe d'apprenants ou un groupe de stagiaires qui potentiellement a, dans certains cas, des usages très poussés qui sont pas forcément les bons, et dans d'autres, pas du tout d'usage et pas forcément d'intérêt pour ça. Et la question, c'est est-ce qu'il faut ou pas les amener à utiliser ces outils-là ou pas du tout. Donc on voit qu'en fait les usages sont quand même assez variés, qu'ils sont quotidiens pour un certain public et totalement absents pour d'autres. Et donc on n'est pas du tout sur un usage qui est le même pour tous et qui se développe à la même vitesse pour tous. Si on revient sur le sujet de l'apprentissage et de l'IA générative, donc on a massivement, les étudiants utilisent massivement les IA génératives, et quand on leur demande ce qu'ils utilisent, pourquoi ils l'utilisent, ils vont utiliser les sujets de un peu augmentation de leurs connaissances, c'est-à-dire aller rechercher de l'information, rechercher des connaissances. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont vérifiées? C'est discutable. En tout cas, c'est ça l'intention, c'est aller chercher de la connaissance. Il y a le sujet de la productivité. Donc la productivité, c'est le gain de temps dans les activités, les travaux personnels, les mémoires, les productions, les écrits, les résolutions de problèmes, tout ce qu'on peut imaginer comme activité pédagogique faite de manière asynchrone hors temps de formation. Et la recherche documentaire. Troisième élément, on voit que la recherche documentaire revient très vite, ce qui est intéressant. Donc on voit qu'il y a des usages, et donc la question c'est comment on peut professionnaliser un petit peu ces usages, comment on peut les accompagner pour éviter que la recherche documentaire
soit faite mal, c'est-à-dire en ne vérifiant pas les sources, et pour que la productivité ne se fasse pas au détriment d'un vrai apprentissage et que les apprenants ne soient pas un peu des perroquets de ChatGPT. On voit que beaucoup d'étudiants utilisent l'IA pour générer des textes, donc mémoire, reproduction, etc. Et on voit que globalement, il y a plutôt une image positive et que le sujet de la fiabilité des réponses, vous voyez que 59% est conscient des risques. Donc on voit qu'il y a quand même, on peut le lire de deux manières. On peut se dire que c'est une bonne nouvelle. On a quand même un certain nombre d'utilisateurs qui ont du recul sur l'IA générative et la fiabilité des réponses. Enfin, il y en a quand même beaucoup qui, pour le coup, n'en ont pas. Et donc, on doit s'interroger aussi sur la manière de faire de l'éducation aux médias et de l'éducation à l'IA générative. Alors, il y a une petite question, Antoine. Y a-t-il une réglementation pour éviter les dérives de l'utilisation d'IGN? C'est une excellente question. Il y a pas de réglementation sur les dérives à proprement parler. Il y a l'IA Act qui a été voté donc par la Commission européenne qui vise à encadrer les usages de l'IA et de l'IA générative. Mais là, on est au niveau plutôt économique et au niveau, on n'est pas sur un sujet pédagogique du quotidien. Aujourd'hui, finalement, il y a deux stratégies qu'on voit dans les organisations, que ce soit des universités, des écoles, des centres de formation. Il y a soit interdire, c'est ce que font certaines universités, soit définir des usages, accompagner les usages, professionnaliser les formateurs et les apprenants pour éviter que ces usages soient faits n'importe comment. Et donc, certaines structures utilisent des détecteurs d'IA, là on vous en a mis quelques-uns, bon. Certaines universités ont choisi d'interdire ChatGPT, Sciences Po a interdit ChatGPT, des entreprises comme Samsung ont interdit ChatGPT parce que des données confidentielles se retrouvaient sur ChatGPT et venaient alimenter le moteur. Donc évidemment, ça pose un énorme problème de confidentialité. Donc cette solution de l'interdiction, elle existe. À mon sens, elle est totalement contre-productive. D'abord parce qu'on ne peut pas interdire à des gens sur leurs ordinateurs personnels d'utiliser ces outils-là. Ça ne fonctionnera pas. Ils l'utiliseront, ils voudront l'utiliser. Et donc, il vaut mieux, plutôt que d'essayer d'invisibiliser ces pratiques et de les contrôler, ce qui est très compliqué, essayer de les guider et de les accompagner. Et donc, repenser la manière dont on donne cours et dont on évalue les compétences et les connaissances des stagiaires. Sinon, cette solution d'interdiction est assez court-termiste. Donc, pour continuer, vous allez avoir deux types de publics dans vos salles, deux types de stagiaires. Ceux qui utilisent l'IA générative, et l'enjeu avec ces personnes-là, c'est de structurer leurs pratiques, de professionnaliser leurs pratiques, de faire en sorte qu'elles l'utilisent intelligemment, avec esprit critique, qu'elles apprennent à prompter, donc à écrire les bons scripts sur ces outils-là pour poser les bonnes questions, qu'elles apprennent à questionner les réponses et à ne pas prendre pour argent comptant. Et puis c'est aussi, nous, comment évaluateurs, formateurs, on travaille différemment les évaluations pour éviter que ce soit du copier-coller de ChatGPT. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui n'utilisent pas l'IA. Et là, c'est comment on les acculture, comment on leur explique comment s'approprier ces outils-là. Pourquoi? Parce que la culture numérique est de plus en plus présente dans notre société. Il y a énormément de démarches dématérialisées. L'IA va transformer un certain nombre de métiers, pas forcément à court terme, ça prendra un certain temps, mais l'IA va s'infiltrer en quelque sorte dans tous les métiers. Et donc, il y a un enjeu d'acculturation au numérique, finalement, de préparer les stagiaires, quel que soit leur âge, à ce monde dans lequel l'IA et l'IA générative va être de plus en plus présent. Et on a besoin aussi, de manière transverse, de les acculturer à ça. Donc finalement, moi je serais pas étonné que demain, dans le Cléa numérique par exemple, il y ait des blocs de compétences IA, parce que ça va rentrer dans notre quotidien de citoyens, d'individus, de parents et de professionnels. Alors comment on peut faire ça? Déjà, ce qu'on voit, c'est que en France, dans la formation professionnelle, on est très contraint par les référentiels. On a les référentiels de compétences qui peuvent être les titres RNCP, les CQP, qui peuvent être les diplômes des ministères de la Santé ou de l'Éducation nationale. Je crois que quelqu'un parlait des vétérinaires. Donc, on a des référentiels qui sont définis, précis, et qui définissent aussi les modalités d'évaluation. Donc, on peut pas s'affranchir de cette contrainte-là. On va pas changer la manière d'évaluer des jurys, on va pas changer la manière, en tout cas, il faudrait que les certificateurs eux-mêmes aient cette réflexion, mais on ne peut pas attendre que les certificateurs changent. Nous, déjà, organismes de formation, on a des questions et des pratiques à se poser et à tester. Donc déjà, sur la manière dont l'IA bouscule un petit peu l'évaluation des compétences, il y a plusieurs choses. Il y a le sujet de la créativité et de l'esprit critique. Ce qu'on observe beaucoup avec l'IA générative, c'est que, comme vous l'avez dit, les gens l'utilisent un peu comme des robots. Ils vont avoir tendance à un peu copier-coller des réponses sans forcément les remettre en question.
pourquoi ne pas utiliser l'IA générative comme un moyen, au contraire, de développer la créativité des individus et de développer leur esprit critique. Donc de faire d'une production sur une IA générative un objet de discussion en classe. Je vous donne un exemple très concret. On fait faire à des élèves et à des étudiants une activité pédagogique de recherche documentaire, d'écriture, voilà, à affiner. Ils la font, certains la font sur de l'IA générative, on peut même leur demander de la faire sur de l'IA générative, et ensuite en session, en face-à-face pédagogique, organiser une restitution et un débrief de ce qui a été produit pour justement remettre un petit peu en question les informations qui sont apportées. Est-ce que déjà les informations sont justes? Est-ce que les sources ont été vérifiées? Est-ce qu'elles sont complètes? Et finalement, c'est un peu comme ça qu'on va dédramatiser l'usage de l'IA générative qui aujourd'hui est un peu caché, un peu coupable. On a un peu l'impression de tricher. Et donc, finalement, quand on reste dans cette posture de surveillance et de triche, les gens continuent à l'utiliser, mais mal. Et du coup, en tant que formateur, on ne sait pas très bien ce qui se passe et on ne peut pas en faire un outil pédagogique. Et donc, nous, on propose de renverser un peu ça et de dire, voilà, vous allez l'utiliser, et très bien, utilisez-le, on va en faire un objectif pédagogique à part entière et on va profiter du face-à-face pédagogique pour prendre du recul et pour analyser ça. La compétence que ça demande aux formateurs, du coup, c'est de bien connaître les outils d'IA générative et de savoir prompter, de savoir aussi vérifier des sources. Donc, ça nécessite du côté des formateurs une montée en compétences pour pouvoir avoir ce dialogue avec les stagiaires. Des choses très concrètes, des exercices qu'on fait faire, que moi je fais faire parfois à des apprenants. Je leur donne un sujet de recherche et je leur demande d'aller chercher sur ChatGPT et d'aller partager ça. Et ensuite, on va regarder ensemble la qualité des sources. Est-ce qu'elles sont fiables? D'où parlent ces sources? Et donc on fait de l'éducation aux médias via finalement les outils d'IA générative. Il existe d'ailleurs des outils d'IA générative comme Perplexity qui permettent et qui citent systématiquement leurs sources quand elles donnent une réponse, ce qui du coup rend la chose beaucoup plus intéressante parce que vous avez une réponse mais vous avez la source associée et donc ça vous permet de savoir un petit peu d'où ça vient et c'est moins invisible. D'ailleurs, justement, vous parlez tout à l'heure des réglementations. Dans l'IA Act, il est demandé aux outils d'IA générative de rendre transparent le raisonnement qui a été utilisé pour afficher une réponse, pour justement fiabiliser et créer de la transparence. Donc on peut utiliser l'IA générative de manière créative au service de l'esprit critique. On peut l'utiliser pour développer la collaboration. On peut créer une activité pédagogique en équipe dans laquelle le groupe va utiliser des outils d'IA générative collectivement et va se questionner sur les questions à poser, la recherche, les hypothèses, voir un petit peu le livrable qui en sort. Et donc, on peut finalement l'utiliser comme un moyen de faire du travail collectif. Ça permet de développer aussi des compétences de métacognition. On parlait tout à l'heure d'esprit critique, mais aussi de prise de recul sur son travail. Une pratique pour faire ça, que je vous invite à tester pour vous, c'est l'utilisation du prompt inversé. Le prompt inversé, ça consiste non pas à demander la réponse à un outil d'IA générative, mais à lui demander quelle est la question à se poser. Ce qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus réflexif, potentiellement vraiment vecteur d'apprentissage. Et donc, on peut utiliser un outil d'IA générative pour vous aider comme un compagnon, comme un tuteur, à se poser les bonnes questions face à un problème de maths, face à des connaissances en santé, face à une formation en management, en fait ce qu'on veut. Et donc du coup, on va utiliser ChatGPT comme un assistant pédagogique pour développer la prise de recul, la réflexivité des apprenants. Antoine, il y a une petite question. Oui. Avez-vous des outils ou sites pour assurer ce processus de vérification des sources? Alors, c'est une excellente question. Donc je parlais de Perplexity tout à l'heure, qui est un moteur d'IA générative qui en fait affiche systématiquement les sources ou les articles web ou les ressources associées à une réponse. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, c'est pas tellement des outils qui vont permettre de faire ça. Il y a des outils de fact-checking et autres, mais c'est surtout le prompt et la manière dont vous allez l'écrire. Si vous écrivez explique-moi telle notion en anatomie, point. Si vous lui dites explique-moi, je suis étudiant en première année, explique-moi telle notion en anatomie et partage-moi des liens utiles de publications scientifiques sur le sujet en m'indiquant le chapitre qui est intéressant, là on vérifie les sources. Et donc c'est pas l'outil qui va vous permettre de vérifier la source, c'est vous dans la manière dont vous allez commander l'intelligence artificielle. Donc vous allez donner une consigne à l'intelligence artificielle. Donc moi quand j'écris des prompts, systématiquement, quel que soit le sujet, je demande la source et je demande plus que la source, je demande la source et si possible de m'indiquer le lien ou la page ou le slide, si c'est un slide, qui permet de donner l'information. Et donc ça permet
fiabiliser, c'est un grand mot, mais de réduire les risques, ou en tout cas de pouvoir vérifier. C'est-à-dire que du coup, ça me dit c'est slide 25, ou c'est sur le chapitre 4 de tel article en ligne. Très bien, je vais regarder. Et du coup, j'ai une interaction entre l'IA générative et moi, ma propre lecture et mon propre esprit critique. Et donc, il faut le faire comme ça. Oui, alors je vois qu'il y a une autre question. Oui, en fait, il faut être très précis quand on prompte. Exactement. C'est vraiment la précision du prompt, et on va y revenir après, qui va vous permettre de faire ça. Et l'écriture de prompt, c'est une compétence. C'est pas très compliqué, mais il faut se former et apprendre à faire ça, et ça vous aidera à gagner énormément de temps. Donc finalement, dans les activités pédagogiques qu'on peut imaginer, il y a utiliser les réponses générées par de l'IA et puis en faire une activité pédagogique collective, apprendre à prompter, apprendre l'esprit critique, et puis proposer des évaluations un petit peu différentes. Alors, je vous donne un exemple, je crois qu'il est juste après, je vais revenir après. Un exemple qu'on utilise de manière créative pour repenser des activités pédagogiques et des évaluations. Là, ça c'est un prompt que vous pouvez essayer. Je suis professeur de mathématiques, donc déjà j'explique d'où je parle. J'explique ma cible et mon contexte. J'enseigne à des adolescents, et d'ailleurs on pourrait dire j'enseigne à des adolescents en seconde générale, et on en est à telle partie du programme. Leur hobby, c'est Taylor Swift, Kylian Mbappé, TikTok, et j'ai besoin d'exercices de mathématiques, mais on pourrait être encore plus précis, on pourrait dire abordant le théorème de Thalès ou telle notion, basée sur leur centre d'intérêt. Et vous voyez ici, j'ai posté le lien d'un site internet qui présente les programmes scolaires aux États-Unis. J'aurais pu le faire avec celui de l'Éducation nationale. Et donc j'ai un résultat, qui est un problème de mathématiques, en l'occurrence sur les fonctions linéaires. Taylor Swift planifie une tournée de concert. Pour chaque concert, elle gagne $500 000. Elle a des coûts fixes de $100 000 par concert. Je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs, il faudra peut-être vérifier les chiffres, mais là c'est juste à vocation pédagogique. Et donc, j'ai des questions. Écris l'équation linéaire représentant le profit total. Alors je ne vais pas vous demander de le faire maintenant, parce que moi j'en serais totalement incapable d'ailleurs. Mais vous voyez que vous avez des activités pédagogiques pensées pour un public cible, un peu décalées. Alors est-ce qu'elles sont pertinentes? Il faut les relire. Mais l'IA générative va aussi permettre de faire des outils d'évaluation et des activités différentes, un peu décalées, un peu gamifiées, ludifiées, qui partent du contexte des apprenants. Et donc si vous avez des stagiaires qui ont des cultures différentes, des centres d'intérêt différents ou des histoires personnelles différentes, vous allez pouvoir utiliser l'IA générative comme un moyen créatif de diversifier vos activités et donc vos évaluations. Donc voilà, c'est un petit exemple, mais c'est une manière de penser différemment la manière de pousser des activités. Alors je ne sais pas s'il y a une réaction, une question. Non, pas encore, pas à ce stade. Donc ça, c'était un premier exemple. Donc on voit que un autre exemple qu'on pourrait avoir, c'est vous êtes formateur et vous demandez à vos apprenants de concevoir une maquette, et donc vous leur faites pas forcément passer un examen théorique sur les principes de construction, mais vous les faites travailler sur les questions à se poser qui permettraient d'aboutir à la construction d'une bonne maquette. Et donc ils construisent de manière personnelle les étapes pour faire la maquette, les questions à se poser. Ils construisent par eux-mêmes le processus, ils le font, et vous ensuite vous pouvez débriefer et avec eux de ce qui aura été fait. Alors ensuite sur la manière d'utiliser l'IA dans l'évaluation. Alors vous avez un premier sujet qui est utiliser les détecteurs d'IA avec des règles bien précises. Bon, moi personnellement, vous l'avez compris, j'y crois assez peu. Mais vous pouvez le faire. Ça peut être intéressant quand même quand on prépare des passages de certifs devant des jurys. Il faut quand même un peu muscler le jeu et en tout cas bien faire comprendre à des stagiaires que s'ils font tout le temps ça, le jour où ils vont être devant un jury où ils vont être vraiment évalués sur leur production, en fait ça ne va pas passer. Et donc c'est une manière de les responsabiliser un petit peu. Ensuite, un deuxième exemple, c'est d'utiliser l'IA générative pour générer des quiz, des évaluations, de manière continue, de manière plus fréquente. Donc vous pourriez, à partir d'un bloc de compétences d'une formation que vous animez ou à partir de vos supports de cours, générer des petits quiz avec les réponses évidemment, et donc faire passer des quiz plus fréquents à vos stagiaires. Aujourd'hui, on sait que l'ingénierie pédagogique, ça prend du temps. Quand on est formateur, on doit en plus faire de la qualité, on a Calliope, il faut faire de la médiation. Enfin, le job de formateur, il est quand même complet et assez chronophage. On n'a pas forcément le temps de faire en plus de l'ingénierie pédagogique. L'IA générative permet de gagner un peu de temps pour générer des petits outils pédagogiques, des petits quiz, faciliter l'ancrage mémoriel sans y passer trop de temps.
Donc là, vous pouvez dire, je suis formateur dans un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. J'ai besoin de quiz sur les fondamentaux du compte de résultats pour faire de l'ancrage mémoriel. J'ai besoin de X questions avec X réponses possibles. Mon public est composé d'adultes en reconversion qui vont devenir exploitants agricoles. Et il vous proposera un premier niveau de quiz que vous pourrez entraîner à partir du référentiel de compétences. Donc, vous mettez le référentiel dans l'outil d'IA générative pour qu'il ait bien analysé les mots-clés, et ça vous fera gagner quand même un certain temps, plutôt que de le faire vous à la main. Alors, je vois qu'il y a une petite question. Alors, Perplexity repose sur ChatGPT. Au final, est-ce le même produit que ChatGPT, sauf qu'il cite en plus ses sources? Alors, il se trouve que, pour la petite histoire, le fondateur de Perplexity est un des cofondateurs d'OpenAI, mais qu'il est parti parce qu'il était en désaccord avec la vision stratégique. Et donc, il a créé son propre produit. Et donc, en fait, c'est pas le même produit exactement. Enfin, c'est un autre produit. Il utilise des briques technologiques qui sont communes à ChatGPT, à OpenAI, mais c'est vraiment un autre produit. Et effectivement, dans le rendu, il cite systématiquement les sources, ou en tout cas, il propose d'aller plus loin avec des sources. Donc c'est un... Après, voilà, vous avez quelques outils, Claude, Mistral, ChatGPT, Perplexity, qui vous permettent... D'ailleurs, vous pouvez tester les mêmes questions avec différents outils pour voir la réponse. C'est parfois assez surprenant. Donc, pour revenir à comment utiliser l'IA au service des évaluations, il y a quelques règles à mettre en place. Hein, la transparence, et donc une transparence bienveillante. Pour que vos stagiaires acceptent de dire qu'ils l'utilisent, il faut qu'ils se sentent en confiance, et il faut en faire finalement un moment pédagogique à proprement parler. Il y a le sujet, bien sûr, de faire de la pensée critique. On vit dans une époque où, malheureusement, la vérification de l'information n'est pas vraiment quelque chose d'acquis par tous, pour tous. Je pense que l'IA générative est un énorme défi pour les fake news et pour l'éducation aux médias, et ça ne va faire qu'augmenter, surtout quand on voit qu'aujourd'hui, on peut générer avec des IA génératives des vidéos totalement réaliste, où on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Aujourd'hui, je prends la photo de l'un d'entre vous et j'écris un script qui raconte n'importe quoi, et j'en fais une vidéo qui sera réaliste. Donc ça, la démultiplication de fake news ne va faire que s'augmenter. Et donc, nous, formateurs, même si c'est pas forcément notre métier premier de faire de l'éducation aux médias, on va devoir un peu le faire un peu tout le temps, parce que ça va revenir tous les jours. Les élèves, les stagiaires vont arriver en disant « j'ai vu ça sur Internet, on m'a dit que, j'ai vu ça sur les réseaux ». Ils le font déjà probablement beaucoup, et ils vont le faire encore plus. Ensuite, on va utiliser aussi l'IA comme un petit tuteur, un moyen de se poser des bonnes questions. Je vous donne un exemple. Vous avez un groupe de 25 personnes. Vous écrivez un prompt qui va permettre à vos stagiaires de se poser des questions sur leur niveau de connaissance. Par exemple, pour faire de l'individualisation de la formation ou du positionnement. Donc, vous leur dites, va sur un outil d'IA générative, voici le prompt à faire, et le prompt va poser des questions aux stagiaires sur les prérequis de la formation, sur les connaissances, et va pouvoir faire un premier diagnostic ou compléter le diagnostic qui sera fait par vous, bien sûr, en entretien ou dans un entretien de positionnement. Donc l'IA générative, elle peut aussi venir en complément de vos propres, d'autres pratiques de positionnement ou de tutorat que vous pourriez avoir. Et puis le dernier point, c'est tout ce qui est correction automatique. Par exemple, correction d'erreurs en maths, correction du français, où on peut aussi gagner du temps sur des corrections manuelles, parfois un peu chronophage, et ça peut être intéressant d'utiliser l'IA aussi pour ça. Donc un exemple, aujourd'hui, vous faites un cours d'informatique ou un cours de code ou un cours d'Excel. Vous demandez à vos stagiaires de réaliser des activités. Et avec un petit prompt d'IA générative, en fait, ils vont pouvoir, en autonomie, en asynchrone, déjà faire un premier filtre, avoir un premier feedback sur leur production et les potentielles erreurs ou pas. Donc, vous allez dire, voilà, j'ai donné à mes élèves telle consigne, sur une activité pédagogique sur Excel. Ils doivent faire ça, 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 ça et ça. Je leur ai donné 10 objectifs. Et donc, aide-moi à vérifier que ces 10 objectifs pédagogiques sont atteints, en expliquant bien pour chaque objectif comment le vérifier. Vérifier que l'objectif 3 est atteint parce que la formule est bien écrite. Et donc, vous écrivez ça, vous mettez la formule, et l'outil va vérifier que la formule est bien écrite. Et va permettre de faire un premier niveau de tutorat à un apprenant en asynchrone. Et donc, ça va l'aider dans sa progression, et ça va renforcer finalement le tutorat et toute la médiation que vous pouvez déjà mettre en place en tant que formateur. C'est vraiment un outil qui va aider à l'individualisation.
Donc ça, je vous ai montré ce petit exemple tout à l'heure, on en a parlé. Alors j'en ai un autre avec Mbappé sur les pourcentages. Le sujet, le salaire de Kylian Mbappé. Il signe un contrat qui va lui rapporter 20 millions d'euros par an. Je crois que c'est beaucoup plus d'ailleurs, mais je connais pas le salaire de Kylian Mbappé. Et donc, si son salaire augmente de 15% par an, quel sera son nouveau salaire annuel? Et donc, voilà, etc. On va pouvoir faire différentes activités pédagogiques sur des matières avec ce genre de petites consignes. J'ai mis un autre exemple sur TikTok. Le sujet, c'est en fait une vidéo sur TikTok. Les vidéos sur TikTok, elles ont un ratio de format portrait 9/16 avec un écran de 1080 pixels de large. Calcule la hauteur de la vidéo en pixels pour conserver ce ratio. Voilà. Et donc on peut créer comme ça des petits jeux, des petites activités qui vont créer de l'interactivité, un peu de ludification et qui permettent d'aborder une notion complexe ou pas complexe de manière différente. Alors je vois on a un petit peu débordé, on a commencé en retard, donc voilà, je remercie ceux et celles qui restent avec nous, puis on pourra prendre un petit temps aussi de questions-réponses. Cette pratique d'IA générative, finalement, la question qu'il faut se poser, c'est au service de quoi vous voulez la mettre. L'IA générative, en soi, n'apporte pas forcément de solution, elle peut même plutôt créer des problèmes. Et donc là, c'est avant tout pour moi une question pédagogique, en fait, de se demander quels sont nos besoins et comment on met l'IA générative au service de nos besoins. Exemple, j'ai un groupe avec des écarts de niveau très très élevés. Ils n'ont pas du tout les mêmes prérequis, ils n'ont pas du tout les mêmes niveaux. Donc comment j'utilise l'IA générative pour faire de la remédiation? Ça, c'est un exemple. Au contraire, un deuxième exemple, c'est j'ai des stagiaires qui utilisent l'IA générative et je vois bien qu'ils l'utilisent mal et que ils viennent en cours ou en salle avec des informations qui sont fausses. Comment je travaille, je les amène à utiliser l'IA générative différemment et à leur faire prendre conscience des limites de l'outil. Donc il faut partir de ces besoins, de vos besoins en tant que formateur ou en tant qu'organisme de formation, et puis utiliser l'IA pour ça. Un autre exemple, c'est on est en audit de renouvellement Calliope. On doit vérifier tous les supports de formation et vérifier que le nom du formateur est bien écrit ou que les mentions légales apparaissent bien. C'est un peu fastidieux. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser un petit outil d'IA générative, un prompt, pour vérifier que nos supports correspondent bien aux attentes de l'indicateur X ou Y de Calliope? Donc vous voyez qu'on peut l'utiliser pour plein de petites choses du quotidien. Il faut surtout pas s'imaginer que l'IA générative va remplacer le travail humain parce que ça n'arrivera pas. En tout cas, pas tout de suite, et ça va plutôt remplacer 10 ou 20% des tâches, vous aider à gagner du temps et finalement permettre de se concentrer sur la proximité, la pédagogie, votre cœur de métier, et repenser, en tout cas enrichir un peu ça. Je vois qu'il y a une question. Regarde la protection des données et regarde la préservation des droits d'auteur du formateur sur le contenu. Quel est, selon vous, le meilleur outil? Alors, je ne saurais pas vous dire quel est le meilleur outil sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est que les données utilisées, les données sur lesquelles s'entraînent les moteurs d'IA générative, c'est une boîte noire. C'est une boîte noire, voilà. Donc personne ne sait très bien. Je pense qu'ils ont fait des choses pas très très clean au début et qui se sont ensuite structurées, professionnalisées. Et en tout cas, pour les modèles utilisés par les outils d'IA générative, ont dû utiliser des milliards de données, des jeux de données massifs pour pouvoir s'entraîner. Et donc ces jeux de données, ils sont allés les trouver là où ils étaient. Donc c'est pas forcément très transparent. Et c'est là où la réglementation, notamment l'IA Act, permet quand même de cadrer un peu les choses et donc d'éviter ça. Après, ce qui est certain, c'est que quand vous postez un prompt ou un support PowerPoint ou une activité ou quelque chose sur un outil d'IA générative, ça vous échappe. Enfin, ça ira dans le moteur et ça entraînera le moteur. La question c'est, est-ce que c'est vraiment confidentiel? Évidemment, c'est des informations nominatives. Et ne jamais mettre d'informations nominatives. Par exemple, ne mettez jamais des listes, des fichiers Excel avec le nom des élèves et leurs notes pour vous sortir une moyenne ou ça, jamais. Donc jamais de données nominatives sur des outils d'IA générative. Éviter de ne pas mettre de support confidentiel. Vous faites une formation intra-entreprise sur le processus industriel de l'entreprise X et elle vous envoie ses PowerPoint sur les processus métiers. Ne mettez jamais ça sur un outil d'IA générative. C'est un peu pour ça que Samsung a interdit ChatGPT. Donc voilà, il faut faire attention.
En revanche, rien ne vous empêche d'anonymiser complètement les supports, de changer le contexte, d'éviter en fait tout ce qui va être très confidentiel. Après, sur la protection du droit d'auteur, il y a deux questions en fait dans cette question. Il y a aujourd'hui sur les œuvres, enfin sur quelles œuvres s'entraînent les outils d'IA générative. Vous avez peut-être utilisé DALL-E ou ChatGPT pour générer des images. Si vous lui dites génère-moi une image dans le style de Picasso, il va vous générer une image dans le style de Picasso. Est-ce que il y a un accord entre les ayants droit de la famille Picasso et OpenAI? J'en doute. Donc il y a ce sujet-là. Puis après, il y a à qui appartient l'œuvre entre guillemets créée, générée par l'IA générative. Là aujourd'hui, c'est une vraie discussion. Il y a c'est un peu flou. Hein. Il y a des débats dans le milieu de l'art, dans le milieu de l'édition sur cette question-là. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Scarlett Johansson avait attaqué OpenAI parce que dans une vidéo de démo, OpenAI avait utilisé une voix qui ressemblait beaucoup à la voix de Scarlett Johansson dans Her, le film Her. Et donc elle avait dit, mais attendez, ça c'est ma voix. Donc ma voix, c'est ce que je vends, enfin c'est une partie de ce que je vends en tant qu'actrice. On ne pouvait pas faire ça. Donc on est encore un peu dans une zone grise, et donc il faut faire attention. Sur la protection de la propriété intellectuelle, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de solution. Le mieux, c'est d'avoir déjà peut-être utilisé Mistral, qui est un outil européen, français, même s'il utilise en partie des technologies américaines. Et puis l'idéal, c'est d'avoir votre propre espace d'IA générative, mais ça, c'est des investissements importants. Et aujourd'hui, ce sont plutôt des grands groupes qui font ça. Des structures de formation ne vont pas forcément faire ça. Il y a une autre question, Antoine. Peut-on retrouver si des élèves mettent des supports qui nous appartiennent sur l'IA? Non. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. J'essaie de réfléchir, mais non, je vois pas très bien. Je vois pas très bien comment ce serait possible. Non, je pense pas. Et il y a une autre question. Avez-vous déjà utilisé Po? Et quel est votre avis? Oui, j'ai utilisé Po, mais pas récemment, donc je saurais pas vous dire là si c'était plus ou moins pertinent. Je saurais pas vous dire. Je pense qu'après il faut aller les tester et en choisir un ou deux pour comparer. Oui, a priori, ce qui est intéressant, c'est qu'on a en même temps les résultats fournis par différentes IA sur Po. Voilà. Oui, c'est un espèce de moteur de recherche qui va agréger les réponses de différentes IA. Effectivement, donc ça c'est intéressant. Donc en tout cas, les petits mots de conclusion, c'est l'IA générative, elle est là. Ça va être compliqué de faire comme si elle n'était pas là. Et donc, quand on est en structure de formation, les questions à se poser, c'est comment je mets ça au service de mes besoins de formateur ou structure de formation, sur quoi j'ai besoin de gain de temps et d'aide. Comment j'en profite pour réinventer mes évaluations, mes activités pédagogiques un peu différemment. Et troisième point, comment je fais de l'éducation à l'esprit critique, de l'éducation aux médias, et comment je travaille finalement l'esprit critique à l'heure de l'IA générative, à l'heure du digital. Voilà. En tout cas, on peut en faire un vrai outil, un vrai levier. Le risque, bien sûr, c'est que les élèves aillent en permanence, les stagiaires aillent en permanence chercher les réponses tout le temps sur IA générative et du coup n'apprennent plus et n'est pas un vrai travail de montée en compétences. Donc je pense que ça va aussi passer par le fait de refaire faire beaucoup de choses en présentiel, en face à face pédagogique et non pas en asynchrone. Et donc peut-être que la part de théorique va encore plus descendre pour faire encore plus de pratiques et encore plus d'activités. Peut-être que ça pourrait aller vers ça. C'est une possibilité. En tout cas, on voit que ça ouvre des pistes. Il ne faut pas s'y opposer, mais effectivement, il faut être très lucide et pas être naïf sur les usages qu'on en fait et qu'en font aujourd'hui les personnes qu'on forme. Voilà ce que je voulais vous partager dans les grandes lignes. Et donc on peut, je vous propose une petite question que peut-être que voilà, quelle nouvelle modalité vous aimeriez peut-être tester ou adopter dans vos parcours. Et puis je vois qu'il y a également une autre question d'Onia. Il existe une multitude infinie de livres blancs et autres contenus pour apprendre à créer des prompts. Avez-vous des bonnes adresses et sources? Je peux, si vous voulez, on peut vous envoyer, oui, des articles pertinents. Effectivement, il y en a beaucoup. Donc, on peut vous envoyer quelques liens utiles.
Mais retenez que un bon prompt, c'est un contexte, donner le contexte, d'où vous parlez. Donc vraiment donner le contexte. Hein, je suis X et je fais ça. Alors donnez pas votre nom, mais en tout cas votre situation. Donc le contexte, la cible, à qui vous vous adressez et pourquoi. Donc est-ce que c'est un public jeune, un public, enfin voilà, donnez des informations sur votre cible, sur l'objectif, et après soyez le plus spécifique possible et le plus précis possible dans ce que vous attendez. Donc j'ai besoin de quelque chose qui fait telle taille. Si c'est des mots, mettez le nombre de mots. Enfin, vous voyez, soyez extrêmement précis pour que le résultat ne soit pas trop générique. Plus votre prompt va être large, plus la réponse va être générique et sans intérêt. Et donc, il faut vraiment l'angler, la préciser et tester. Et ensuite, surtout, quand vous faites un prompt, vous avez une première réponse, et du coup, continuez à l'entraîner. Dites, OK, merci. En fait, je vais reformuler cette partie-là et redonne-moi plutôt de l'information sur ceci. Vous voyez, vous pouvez vraiment réécrire pour l'entraîner et arriver au bon prompt. Et après, vous le stockez, enfin, vous le gardez sur votre ordinateur ou sur un document, et puis vous pouvez le réutiliser et le partager entre collègues. Donc, je vois que, alors il y a une question sur les formations sur l'utilisation de l'IA. Oui, alors je suis un peu biaisé parce que nous on en fait, mais oui, il existe aujourd'hui des formations sur l'utilisation de l'IA et de l'IA générative. Alors il y en a beaucoup, hein. Soit ça peut être des acculturations, soit c'est vraiment déjà pour intégrer ça dans des processus. Il y a des MOOC aussi qui sont intéressants. Moi j'ai fait un MOOC sur Coursera de Vanderbilt University qui est très bien fait pour apprendre à prompter et des techniques avancées. Donc voilà, il y a à la fois des formations payantes, des MOOC, il existe beaucoup de ressources. Et on a un partage d'Edwige. Pour ma part, je fais de la remédiation avec des apprentis de CFA qui ont des troubles des apprentissages. Je contextualise mes prompts et ça m'aide beaucoup à trouver des pistes pour adapter mes interventions. Et donc notamment de m'aider à créer des jeux pédagogiques. Donc vous rendez en fait actifs vos apprentis, c'est ça? Donc voilà, c'est une manière de domestiquer l'IA générative et d'en faire un outil pédagogique. C'est ça, et puis il y avait une petite remarque lien plus plus, donc on les mettra dans le replay. Hein. Bien sûr, on vous enverra quelques liens. Oui, Edwige, je réponds, j'essaie d'en faire un assistant pédagogue. C'est tout à fait ça. Oui, c'est ça, c'est vraiment, il faut le voir comme un assistant qui peut vous aider, un assistant des formateurs ou un assistant, un tuteur au service des apprenants. Un exemple que j'avais trouvé intéressant, c'était une structure de formation qui donnait une signature pédagogique à ses formateurs, des formateurs salariés et vacataires. Et donc, elle avait créé un petit prompt qu'elle faisait tourner sur ChatGPT qui aidait les formateurs à s'assurer que leur support et leur ingénierie pédagogique correspondaient à la signature pédagogique. Et donc, il y avait un certain nombre de principes de signature pédagogique. Je sais pas, moi, le temps passé en activité, les modalités d'évaluation, le design des supports, enfin voilà, un certain nombre de critères. Et donc, ils utilisaient ChatGPT pour aider leurs formateurs, coacher leurs formateurs à bien intégrer cette pédagogie dans leur support, dans leur activité. Et donc, c'était l'assistant de la directrice pédagogique, concrètement. Donc, il remplaçait évidemment pas la directrice pédagogique, mais comme elle pouvait pas répondre tout le temps à toutes les questions, bah, ça donnait un premier niveau de réponse qui était assez satisfaisant et qui permettait aussi d'éviter de répéter toujours les mêmes choses. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.